Bonjour, bienvenue dans le deuxième épisode de Lis ta bibliothèque. On parle de ma bibliothèque, cette bibliothèque. C'est quoi cette intro? Je sais pas. Avant de tirer le second livre, je dois vous parler, comme prévu, de ce concept. Donc, j'ai recompté, j'ai enlevé les livres qui ne m'intéressent plus, et en tout, j'en ai 25 à lire dans cette bibliothèque. Ça peut paraître beaucoup pour certains, ça peut paraître que dalle pour d'autres. Je sais qu'il y a des youtubeurs sur Booktube qui ont des piles de 300-400 livres. Je ne suis pas ce genre de personne. Et donc le gros projet que j'aimerais faire à terme, à la fin de ce concept, ce serait, imaginez si j'en achète d'autres et que j'en rajoute dans le concept et tout, imaginez j'ai 100 livres dans la bibliothèque, et bien j'aimerais faire un top 100, les classer un par un, vous en parler un par un, vous les présenter. Ça sera une vidéo giga longue. Après, je vais pas me prendre la tête à classer le 96e qui est un peu meilleur que le 97e, mais un peu moins bien que le 95e. Je vais pas me prendre la tête à ce point. Mais voilà, j'aimerais tout vous présenter. Enfin, je sais pas si c'est une bonne idée. Moi, ça me plaît. On verra si cette idée me plaira une fois qu'il sera temps. C'est quoi cette phrase? Passons directement au deuxième livre. Donc, pour résumer, on a La peste d'Albert Camus, on a Le joueur de Dostoïevski, on a 20 milieux sous les mers de Jules Verne, on a Le sorceleur Sapkowski, on a aussi The Catcher in the Rye de J.D. Salinger, on a A Movable Feast de Ernest Hemingway, et on a pour finir The Currents of Space de Isaac Asimov. Ok, c'est parti. Je vais les envoyer en l'air parce qu'ils sont tous collés. J'ai essayé d'en choper un, j'en ai chopé deux. Je vais laisser tomber celui-là et je vais prendre celui-ci qui est A Movable Feast de Ernest Hemingway. Il est là, il est tout beau, il est tout bleu. C'était quoi l'autre? Et celui que j'ai laissé tomber, c'est The Catcher in the Rye. Ok, peut-être une prochaine fois, mon ref. On est passé debout. Donc, A Movable Feast de Ernest Hemingway, comme je vous avais dit dans le premier épisode, ce n'est pas de la fiction, c'est les mémoires de Ernest Hemingway quand il vivait à Paris dans les années 20. Et franchement, c'est une période qui m'intéresse beaucoup. J'ai vu un film sur Paris dans les années 20, qui est un peu une sorte de comédie qui s'appelle Midnight in Paris, je crois, avec comme réalisateur Woody Allen, si je me trompe pas, le gars qui est super problématique. Mais bref, c'est un super film, donc je me languis de savoir ce qu'il va me dire sur cette période. C'est écrit assez petit quand même, et il y a à peu près 175 pages, 180, 182. Et sinon, à part ça, Ernest Hemingway, je suis un grand fan. C'est vraiment l'un de top 3 de mes auteurs préférés. On a étudié à la fac une collection de nouvelles de Hemingway que j'avais absolument adoré. Ce sont des thèmes qui me parlent absolument. Mais là, vu que c'est pas de la fiction, bah, je me languis de savoir. J'ai déjà lu une non-fiction de Ernest Hemingway qui s'appelait Green Hills of Africa. C'est, si ça parle de son temps à Paris. Green Hills of Africa, ça parle de son temps quand il était en Afrique pour chasser du bestiau avec sa femme. De retour sur le fond bleu, je suis exactement à la moitié de A Movable Feast qui s'appelle en français Paris est une fête. Le livre est divisé en plusieurs chapitres et il y a 20 chapitres et j'ai fini le 10e, donc la moitié. En parlant des chapitres, il y en a un où j'ai absolument rien compris à ce qui se passait, qui s'appelle Ford, Maddox Ford and the Devil's Disciple. Rien compris. Et par contre, mon préféré, c'était celui que je viens... c'était le dernier que j'ai lu, qui s'appelle Ezra Pound and His Bel Esprit. Et ça, par contre, c'était incroyable. Et il y a un avion. Du coup, dans ce chapitre-là, il parle de ce que c'était le Bel Esprit. Et de ce que j'ai compris, c'était une sorte d'organisation, de groupe géré par Ezra Pound, qui aidait les jeunes auteurs à devenir auteurs à plein temps. Et c'est comme ça, d'après Hemingway, que T.S. Eliot a quitté son travail à la banque pour se concentrer full-time sur ses poèmes. Je trouve que c'est des petites anecdotes qui sont trop bien, mais ça fait aussi le point négatif de ce livre, c'est-à-dire que c'est beaucoup focus sur le monde
de l'écriture, de l'édition, de tout ça. Donc il y a des conseils d'écriture, il y a des recommandations d'auteurs. Hemingway décrit aussi comment il touchait des revenus en faisant du journalisme ou en écrivant ses short stories et tout. C'est vraiment très intéressant, mais c'est assez niche, je trouve. C'est-à-dire que si tu connais rien à la littérature en général, si t'as pas au minimum la moitié des refs de ce qu'il parle, ben, je pense que c'est pas du tout agréable de lire ce genre d'histoire. Mais bon, voilà. Moi, je kiffe absolument. C'est vraiment une vibe. Comparé à Green Hills of Africa, qui s'appelle en français, je crois, Les collines vertes d'Afrique, un truc comme ça. Dans ce dernier, il y avait un but, c'est-à-dire qu'il voulait absolument tuer un animal en particulier, et il n'y arrivait pas. Et au fil de l'histoire, qui est donc pareil, pas de la fiction, eh ben, t'as envie de savoir s'il va y arriver, tu vois. Et en attendant de savoir s'il va y arriver, il y a des refs à la littérature, il parle avec des gens, etc. Là, je trouve, entre guillemets, qu'il n'y a aucun but. Il dit, ben voilà, j'ai rencontré cette personne est partie, je l'ai plus vue, j'ai rencontré ce gars-là, on a mangé ensemble. Donc, très particulier, c'est une vibe que j'avais jamais vue dans un livre, mais moi je kiffe, et c'est le principal. Donc, je vais continuer ça, je vais essayer de finir aujourd'hui, et je vous en reparle bientôt. Les amis, petite pause dans Ernest Hemingway. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon papa, et en ce moment, il essaye de se mettre à la BD. Donc, je lui ai acheté une BD qui s'appelle Dred Scott, New York 1893. Mon père adore dès qu'il y a marqué New York sur une couverture, donc je lui ai acheté ça. Et vu que ça fait que 50 pages à peu près, ben, je l'ai lu très rapidement. Et franchement, c'était vraiment pas mal. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. En plus, ça vient tout juste de sortir le 29 mai, je crois. Aujourd'hui, on est le 3 juin. Bref, c'était vraiment pas mal. Mais on va repasser à A Movable Feast. Je suis à la page 131, 131, je sais pas comment on dit. Et le chapitre s'appelle Scott Fitzgerald. En plus de ça, c'est le chapitre le plus long de ce livre. Et je sais que les deux, Hemingway et Fitzgerald, avaient une grosse relation. Donc j'ai trop hâte de savoir ce qu'il va me dire sur Fitzgerald. Je vous tiens au courant. C'était trop bien. Donc avant de vous parler du chapitre sur Scott Fitzgerald et de tout ce qui s'ensuit, je dois vous parler d'un chapitre qui était avant, qui s'appelle Evan Shipman at the Lilas. Dans ce chapitre-là, Ernest Hemingway parle avec du coup Evan Shipman, mais il parle beaucoup de littérature russe, et notamment de Dostoïevski. Dans ce challenge-là, l'État bibliothèque, on a 3 Dostoïevski à lire, et Hemingway disait que il écrivait très mal, je cite, mais il arrivait quand même à transmettre beaucoup d'émotions. Et après, les deux se sont mis d'accord sur le fait que c'était la traduction qui donnait ce côté mal écrit. Donc, j'ai très hâte de lire Dostoïevski. Mais l'heure est grave, il faut parler de F. Scott Fitzgerald. En gros, la voiture de Fitzgerald a cassé à Lyon, donc il l'a amené chez un garagiste, et il est reparti à Paris en train, et il demande à Hemingway de venir avec lui en train jusqu'à Lyon pour retourner à Paris en voiture. Bref, sauf que c'est pas si facile la vie, qu'il leur arrive plein de trucs, que Fitzgerald il tombe malade carrément. Donc à un moment, ils sont tous les deux dans une chambre d'hôtel à vérifier la température de Fitzgerald et tout. Ça les rapproche, leur relation est super cool. Et ensuite, ça parle de trucs un peu plus deep. C'est-à-dire que à cette époque-là, Fitzgerald vient de publier Gatsby le Magnifique, je crois que c'est en français, The Great Gatsby. Et il dit, bah gars, ça se vend pas, je suis vraiment une merde, je vais arrêter d'écrire et tout ça. Et Hemingway lui dit, il faut pas que tu arrêtes d'écrire, tu as un talent incroyable, moi je crois en toi, il faut que tu te mettes des objectifs, il faut que tu écrives tous les jours, que tu fasses des exercices et tout ça. Et il dit, bah ouais, mais le problème c'est ma femme. Et là vient le personnage de Zelda, elle s'appelle, la femme de F. Scott Fitzgerald, qui s'avère être très méchante. En fait, Zelda, elle va dire à Fitzgerald, arrête d'écrire et tout, c'est chiant ce que tu fais, viens plutôt, on va se bourrer la gueule et tester des trucs. Et c'est incroyable comme Hemingway décrit ça. Franchement, il y a plein d'émotions et le livre part dans une toute autre dimension et vraiment chaque phrase te fait ressentir quelque chose et tout ça. Et comment Hemingway décrit Zelda, vraiment c'est un truc de fou. Il dit à un moment, Scott, donc Fitzgerald, did not write anything anymore that was good until after he knew that she was insane. Donc il a arrêté d'écrire des trucs bien jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'elle était vraiment folle, quoi.
Enfin, insane, je trouve que c'est même plus que folle, c'est vraiment taré de la tête. Et waouh! Donc voilà à peu près comment ça finit. Après, il y a deux trois chapitres qui servent de conclusion, qui m'ont pas forcément beaucoup touché, mais c'est pas grave. Comme je disais tout à l'heure, si vous connaissez pas du tout les auteurs dont j'ai parlé, je pense que ça sert à rien de lui donner une chance. Je pense, hein, vraiment. Mais perso, donc, j'ai bien kiffé. C'est pas un immense classique non plus, ce sera pas un 5 sur 5, mais je pense lui mettre 4,25. J'hésite entre 4,25 et 4,5, mais je pense que je vais lui mettre 4,25. C'est un très bon livre que j'ai adoré, que je relirai avec plaisir, je pense, peut-être dans quelques années. Du coup, je dois vous dire un truc qui va changer pour ce concept. C'est ma copine qui m'a donné cette idée. Donc, elle m'a dit, ce serait mieux pour ces concepts-là où tu tires au hasard, de tirer le livre de la prochaine vidéo en fin de vidéo. Comme ça, les gens, peut-être, ont le temps de lire avant que tu sortes la vidéo et tout. Ils sont au courant de ce que ça va être la prochaine fois. Bref, je trouve que c'est une bonne idée. Donc, on va se diriger vers la bibliothèque si les lights veulent bien m'accompagner. Le Hemingway que je viens de lire se trouve ici, donc en bas à gauche. Et on va choisir un livre, un nouveau livre. Donc il y a du Shakespeare, John Steinbeck et encore du Hemingway que j'ai pas lu. Je vais pas reprendre tout de suite un Hemingway, j'avoue. Donc j'hésite entre Macbeth de Shakespeare et Les raisins de la colère de John Steinbeck, qui est un gros pavé. Mais pour être honnête avec vous, j'ai envie de lire un gros pavé en ce moment. Donc les amis, je vais prendre Les raisins de la colère de John Steinbeck, qui fait, je crois, 530 pages, un truc comme ça. Donc je vais l'écrire, hop, sur un petit papier, et on va tirer au hasard. C'est bon, j'ai mes petits papiers, je les mets dans la cup. Je vous ai déjà dit ce qu'il y avait au début de vidéo, donc je ne vais pas me répéter. On mélange. J'en ai pris un, il est là. Et c'est Le joueur de Dostoïevski. On parlait de Dostoïevski en parlant de Hemingway. Je vais le prendre, j'arrive. Donc le voici, Le joueur de Dostoïevski. J'ai un peu rien compris à ce qu'il y avait marqué derrière. Apparemment, c'est un gars qui parie beaucoup. Et à un moment, il va parier sa vie. Écoutez, on va voir. C'est assez court, ça fait 200 pages, je pense. Donc voilà. Si vous voulez le lire en même temps que moi, je vous conseille. Et on se retrouve la prochaine fois pour en parler. Bisous.